Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 145. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice qui va flirter légèrement avec de la théorie des jeux et qui sera surtout basé sur de la combinatoire et de l'arithmétique. L'énoncé précis du jour est le suivant. À tour de rôle, Alice et Barbara choisissent un élément du groupe Z sur NZ, différent des éléments précédemment choisis. Alice commence et une joueuse a perdu quand l'élément choisi, avec tous les précédents, engendre tout le groupe Z sur NZ. Selon N, il existe une joueuse qui peut gagner de manière optimale. Laquelle? Alors, quelques petites choses à dire concernant cet exercice. La première, c'est déjà son énoncé, qui est assez rigolo, puisque c'est un énoncé plutôt tourné sous la forme d'un jeu, comme vous pouvez le constater. En effet, on a donc deux joueurs qui jouent à un jeu où on va choisir des éléments étape par étape, et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que l'ensemble des éléments obtenus engendre le groupe Z sur NZ. Cela pourrait faire penser un petit peu à un fameux jeu de Fort Boyard, dans lequel on a des tiges, et il faut enlever les tiges étape par étape, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où la dernière tige doit être tirée par le perdant. Donc le perdant est celui qui tire la dernière tige. Ça peut faire un petit peu penser à ça, bien que l'exercice est très différent ici, puisque là on travaille sur un groupe et on va enlever les éléments du groupe étape par étape jusqu'à ce que malheureusement les éléments qu'on a enlevés vont engendrer le groupe Z sur NZ. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça peut y ressembler très légèrement. Puisque ici, on n'a pas de règles sur le nombre d'éléments qu'on a le droit de tirer. On n'a pas de règles sur le fait... Mais on pourrait éventuellement ajouter des règles en disant est-ce qu'on a le droit de tirer plusieurs qu'un seul élément, ce genre de choses. Bref, on en discutera peut-être un peu plus tard. Cet exercice, d'abord, s'adresse à des étudiants de deuxième année de classe préparatoire plutôt, mais en fait, je pense que ça peut s'attaquer très bien en première année de classe préparatoire, puisque il suffit d'avoir vraiment des bases sur des calculs de congruence modulo n pour s'en sortir. Vraiment, je pense que c'est le minimum syndical à connaître pour pouvoir attaquer cet exercice. Et bien sûr, quelques petites notions sur les groupes, ça, je pense que ça ferait pas de mal non plus. Mais mis à part ça, je pense que, en effet, cet exercice peut assez bien s'appréhender en première année de classe préparatoire. Je dis pas qu'un étudiant de première année de classe préparatoire lambda sera capable de donner une résolution complète, mais je pense qu'un étudiant de première année pourrait avoir de bons feelings quant à la résolution à amener. Après, bien sûr, reste la rédaction. Et pour cela, je conseillerais plutôt d'avoir un niveau de deuxième année de classe préparatoire. Et une des dernières choses que j'aimerais dire, avant de vous inviter à faire une première pause, c'est que cet exercice est tiré des exercices qui sont tombés aux oraux XENS pour la filière PC en 2024. Donc voilà, ça fait partie des exercices assez alambiqués. En tout cas, je trouve que son énoncé est assez étonnant et invite à la curiosité. Donc c'est un peu l'enjeu de cet exercice aussi. Vous invitez et vous piquez un peu au vif sur votre curiosité, si vous vous êtes jamais posé ce genre de questions. C'est vraiment typique des exercices qui sont posés à l'XENS, et là pour la filière PC. Bon, je vais pas faire d'exemple tout de suite, justement, je vais vous inviter d'abord à faire une pause sur la vidéo pour essayer de faire vous-même quelques exemples et essayer d'observer 2-3 phénomènes qui pourraient être assez importants pour amener à une conclusion. Donc je vais vous amener à faire 2 pauses, une première pour faire des exemples et ensuite on va faire des exemples ensemble. Et puis ensuite, une nouvelle pause pour essayer d'écrire proprement une résolution de cet exercice. Donc allez-y, essayez quelques exemples et puis on se retrouve juste dans quelques instants. Ok, j'espère que vous aurez essayé par vous-même de faire des exemples. Je pense que ça invite à en faire. Clairement, c'est un exercice qui invite à en faire. Donc il faut en faire. Et je ne vais pas donc faire une résolution tout de suite, je vais d'abord faire quelques exemples pour voir un petit peu ce qui se passe. Bon, je vais peut-être pas prendre de place ici, c'est pas la peine. Alors je vais commencer par un exemple un peu bateau et un peu élémentaire. Je vais considérer ici n égale 3 d'abord. Donc on a 3 éléments, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Pardon. Et donc, Alice commence. Et le but du jeu, c'est de prendre un ensemble d'éléments qui n'engendrent pas tout le groupe Z sur NZ. Alors, comme ici, si je prends 1, évidemment 1 engendre tout le groupe, donc je n'ai pas le droit de prendre 1. Et 2, c'est un peu la même chose. 2, c'est moins 1, et moins 1, ça va engendrer aussi tout le groupe. Donc, a priori, si Alice veut gagner, ça serait, comme option, de choisir 0. Et si Alice choisit 0, eh bien après, Barbara n'a pas d'autre choix que de choisir un élément différent des éléments déjà choisis, donc 0. Et par conséquent, Barbara va choisir un élément qui va engendrer Z sur 3Z. Donc ici, si Alice ne fait pas la bêtise de choisir un élément non nul, eh bien Alice est assurée de gagner. Donc ici, Alice gagne.
Et en fait, cette observation pourrait se faire pour n'importe quel n premier. En effet, si je regarde z sur pz, eh bien, le seul élément qui n'engendrera pas tout le groupe, ça va être 0. Donc en fait, Alice peut choisir 0. Et Barbara prendra un élément nécessairement non nul, qui engendrera z sur pz. Alors oui, je vous le dis tout de suite, je vais faire des abus de notation, et au lieu d'écrire les congruences, je vais directement écrire les entiers. Même si, bien sûr, je devrais faire peut-être un peu plus attention. Mais ici, je vais me permettre cette liberté-là, et faire un abus d'écriture entre la congruence et les entiers qui sont en jeu. Donc là, vraisemblablement, on voit que Alice va l'emporter, en tout cas une manière assez simple de l'emporter, si n est un nombre premier. Voyons un exemple maintenant où n n'est pas un nombre premier. Que se passe-t-il si je travaille avec z sur... alors je vais essayer d'abord 6z. Donc si on essaye z sur 6z. Alors z sur 6z, on va avoir donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alors imaginons que Alice choisisse 0. Parce que bon, c'est vrai que 0, c'est un choix safe. Voilà, il va rien se produire. Si je choisis 0, je suis sûr que le sous-groupe engendré ne sera jamais tout le groupe. Alors Barbara a quand même plusieurs choix dans sa manche. Donc les choix par contre qu'il va falloir vraiment éviter, c'est 1 et 5. Hein, d'accord ? Je rappelle que les éléments, et c'est là où on commence à constater quelque chose d'important, les éléments qui vont engendrer z sur nz sont exactement les éléments qui sont premiers avec n. Donc il vaut mieux éviter de prendre 1 et 5. Ok ? Ça, c'est la première observation qu'il faut faire. Donc, Barbara, logiquement, ne va pas prendre ni 1 ni 5. Ça serait un peu bête de sa part. Elle va donc choisir soit 2, soit 3, soit 4. Admettons qu'elle choisisse 2. Si Barbara choisit 2, que se passe-t-il? Bon, bah, Alice, elle ne peut pas prendre 3. Pourquoi? Bah, parce que 2 et 3 sont premiers entre eux. Et si 2 et 3 sont premiers entre eux, bah, en faisant 3 moins 2, je m'en trouve avec 1. Donc j'ai une relation de Bézout, si vous voulez. Et donc, bah, je me retrouve avec un élément qui va engendrer tout le groupe. Donc, Alice n'aura pas le droit de prendre 3. Par contre, elle peut prendre 4. Et bah, c'est ce qu'elle fera, logiquement. Si elle fait attention, Alice va prendre 4. Puisque 3 ne sera pas un choix légal, une fois que Barbara ait choisi 2. Et donc, arrivé à ce moment-là, Barbara doit faire un nouveau choix, sauf que ce nouveau choix, ça va faire partie des éléments qu'on n'a pas le droit de prendre. Donc, si Barbara choisit 2, en tout cas dans ce contexte, là c'est Barbara, enfin c'est pas Barbara, c'est Alice qui gagne, puisque Barbara va perdre. Ok, faisons un autre cas de figure, parce que là on voit qu'elle avait quand même plusieurs choix possibles, en admettant pour l'instant que Alice choisisse 0. Donc si Alice choisit 0, encore une fois 1 et 5 sont interdits, et là on avait choisi 2, ce qui a impliqué que Alice devait choisir 4, elle n'avait pas trop le choix. Si Barbara choisit 4, on pourra constater que cela revient à la même chose que de choisir 2. En effet, puisque 4, si je fais 4 plus 4, ça fait 8. 8 modulo 6, ça nous amène à 2. D'accord? Donc ça revient à choisir 2. Donc, imaginons que Barbara choisit 3. Si Barbara choisit 3, eh ben, ni 2 ni 4 ne peut être pris. Et là, vous pouvez constater que cette fois-ci, Barbara va l'emporter puisque Alice, peu importe son choix, va prendre un élément qui, dans l'ensemble, va engendrer du coup tout le groupe. Donc ici, malheureusement, Barbara gagne. Et c'est là où on se dit, ok, il y a un jeu avec des nombres premiers qui divisent l'entier n. C'est là que vous devriez constater ça. Vous devriez constater en effet une idée de prendre un nombre premier qui divise n. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que Alice a toujours une chance de gagner? Pour l'instant, on a juste fait en sorte que Alice choisisse 0. Pourquoi est-ce que Alice devrait automatiquement choisir 0? Peut-être qu'elle peut choisir un autre nombre. Et pourquoi pas, justement, choisir un nombre premier qui engendrerait un groupe bien particulier dont le nombre serait impair. C'est là la bonne idée, en effet. Donc si on commence à jouer avec ce genre d'idée,
on voit qu'on peut faire en sorte qu'Alice l'emporte en tout cas dans Z sur 6Z, en faisant en sorte par exemple que Alice choisisse soit 2 soit 4. Si Alice choisit 2, donc si je fais un dernier cas de figure, 3, 4, 5, si Alice choisit 2, au lieu de choisir 0, bon bah Barbara n'a pas trop le choix, puisque 3 ça va être interdit, 1 et 5 sont évidemment interdits puisqu'ils engendrent tout le groupe automatiquement, et donc les seuls choix possibles seraient 0 ou 4. Et donc, Barbara va devoir faire un choix entre 0 ou 4, peu importe lequel. Disons que Barbara choisit 0. Alice, elle va choisir 4. Et c'est terminé. Ça veut dire que Barbara va perdre, quoi qu'il arrive, et Alice gagne. Donc là, on voit que Alice a une méthode pour l'emporter. Mais elle pourrait faire une bêtise. Évidemment, on va supposer qu'elle ne la fasse pas, cette bêtise, puisque l'idée, c'est de trouver une manière optimale de gagner. Mais si elle avait fait la bêtise de choisir 3... là, ça va être Barbara qui va gagner, puisque Barbara va choisir 0, et c'est donc terminé. Donc, il va falloir choisir un nombre premier qui divise n, de façon à ce que le nombre d'éléments qui nous reste soit impair. Vous voyez qu'ici, on a un nombre impair, alors que si Alice avait choisi 3, là, on aurait un nombre pair d'éléments qu'on a le droit de choisir. Et là, ça pose problème. Faisons un dernier exemple. Et ce dernier exemple, je vais peut-être le faire ici. Je vais faire z sur 12z. Et ça va illustrer vraiment ce que j'ai commencé à vous faire observer. En effet, si on regarde donc d'un petit peu plus près ce qui se produit, pour 12, donc là je vais faire un seul exemple, mais vous allez voir très vite que vous n'allez pas avoir beaucoup de choix. 7, 8, 9, 10, 11. Bon, évidemment, tous les nombres qui sont premiers avec 12, j'ai pas le droit de les prendre. Donc 1, c'est hors de question. 5, c'est aussi hors de question. 6, 7, c'est hors de question. 9, j'ai le droit. 10, j'ai le droit. 11, c'est hors de question. Voilà. Donc, évidemment, j'ai pas le droit de prendre les nombres qui sont premiers avec 12. Voilà. Et donc, Alice fait son premier choix. Alors, encore une fois, elle pourrait faire le choix de 0. Mais si elle fait le choix de 0, ça laisse l'opportunité à Barbara de choisir n'importe quel nombre qu'elle veut. Et donc, choisir notamment un nombre premier. On a l'impression qu'il y a en effet une question de nombre premier à choisir. Après, vous pourriez vous dire, bon, si on ne prend pas un nombre premier, si on dit qu'on prend 4, admettons par exemple qu'on prenne 4. Donc, imaginons que Alice prenne 4. Bon, si Alice prend 4, Barbara peut très bien choisir 2, puisque 2 divise 4. Vous voyez, donc du coup, vous voyez qu'il y a une question peut-être de prendre des nombres vraiment une question importante de prendre des nombres premiers. Et en fait, le choix de ces nombres premiers, ça va être lié à un sous-ensemble d'éléments qui engendrerait donc un sous-groupe qui est peut-être l'un des plus gros qu'on puisse construire sans être z sur 12z. Il va y avoir une question de ça. Donc là, si Alice choisit 4, admettons, Barbara choisit 2, bon, Alice, elle a le droit de choisir, donc maintenant, on a le droit que de choisir des éléments qui sont pairs. Donc, Alice va choisir 6 par exemple, Barbara pourrait choisir 0, Alice pourrait choisir 8, et Barbara choisit 10, et vous voyez alors que Barbara l'emporte. Donc, ok, on pourrait très bien dire... Donc là, on peut constater que si un des deux joueurs choisit un nombre, l'autre pourrait très bien choisir un nombre premier pour se ramener à un cas de figure où on a un groupe maximal, une espèce de sous-groupe maximal. Après, il y a une question quand même à savoir quels sont les sous-groupes maximaux que l'on peut avoir dans Z sur NZ. Et donc là, on voit ça aussi apparaître tout doucement. Et faisons un autre cas de figure, parce que là, j'ai fait 2. Que se passerait-il si je prends 3? Parce que là, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Ici, en choisissant 2, Alice a gagné. Alors que si Alice avait choisi 3, Alice perd. Ok? Et là, le truc très rigolo, c'est que ici on a choisi 2 et on voit que Barbara gagne. Donc qu'en serait-il maintenant si on choisit un... Mince, 7, il ne faut pas que je mette de croix. Hop. Donc si on choisit maintenant un nombre premier, donc là les seuls nombres premiers qui divisent 12, c'est 2 et 3, donc admettons que Alice choisisse 3. Que se passe-t-il? Eh bien regardez, je vais peut-être pas faire le jeu jusqu'au bout, mais regardez de plus près, combien y a-t-il d'éléments que Barbara et Alice auront le droit de choisir par la suite? Eh bien il y en a 1, 2, 3. Donc ça veut dire que Barbara va choisir, ensuite Alice va choisir, puis Barbara va choisir, et donc Alice va se retrouver bloquée, elle va devoir choisir un élément qui va faire en sorte qu'avec les éléments déjà choisis, ça engendre Z sur 12Z. Donc là, dans le cas Z sur 12Z, Barbara gagne dans tous les cas de figure.
Donc si les choix sont intelligents. C'est-à-dire, tant qu'on peut faire un choix qui fasse que Alice et Barbara ne perdent pas, eh bien on les fait. Donc vous voyez que là, Barbara va l'emporter quoi qu'il arrive si les deux personnes sont assez intelligentes pour ne pas tomber dans un piège un peu bébête. Donc voilà, on voit différents cas de figure l'emporter. On voit qu'il y a une question de nombre premier à faire intervenir qui divise l'entier n. Et puis il y a aussi 2-3 questions à savoir quel est le nombre d'éléments qu'on a dans ce sous-groupe. Bon avec tout ça, vous avez les éléments qu'il vous faut pour amener à une résolution de cet exercice. Et donc je vais vous inviter dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même. Je pense que vous en serez totalement capable avec tous les éléments que je vous ai donnés. Je pense que vous avez donné suffisamment d'idées pour amener à la résolution. Donc voilà, allez-y, essayez de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Bon, j'efface. Et on va traiter différents cas de figure et vous allez voir qu'en effet, on va retrouver tous les arguments que nous avons lancés sur ces exemples. Donc, la question qu'il faut se poser déjà, c'est quels sont les sous-groupes de Z sur NZ? Bon, la réponse, elle n'est pas très difficile. Si vous connaissez les sous-groupes de Z, les sous-groupes, c'est des sous-groupes de la forme DZ, avec des entiers naturels non nuls. Enfin, entiers naturels même. Ok. Donc tous les sous-groupes de Z s'écrivent sous cette forme, et c'est pas très difficile à vérifier, ça joue essentiellement sur une question de division euclidienne, donc c'est pas très difficile de le constater. Et donc par projection sur Z sur NZ, à partir de Z, eh bien les sous-groupes de Z sur NZ vont forcément s'écrire D fois Z sur NZ, ainsi par projection canonique, et cette projection canonique, c'est essentiellement voir les choses modulo n. On a alors les sous-groupes de Z sur NZ qui s'écrivent DZ sur NZ. Et si je vais essayer de faire des cas distincts, parce que bon là c'est vrai que là peu importe la valeur de D, ça fera des sous-groupes distincts. Là malheureusement, en fait, avec la projection, il y a plusieurs valeurs de D qui peuvent envoyer sur le même élément, notamment D égale 0 et D égale N. Donc il va falloir faire un petit peu attention si on veut faire la distinction des sous-groupes, et la bonne idée c'est de prendre des éléments qui divisent N. Donc on prend D entier, disons entier naturel non nul, tel que D divise N. Et si je prends ça, voilà, on a donc tous les sous-groupes qui sont distincts dans les choix que l'on peut faire. Ok. Bon voilà, donc là on a tous les sous-groupes. Et donc quels sont les sous-groupes maximaux? Maintenant, sous-groupes maximaux de Z sur NZ. Donc quand je parle de sous-groupes maximaux, ce sont des sous-groupes qui ne sont pas égales à Z sur NZ, mais tels que si j'ai H qui est un surgroupe de G, donc si je prends un groupe un petit peu plus grand que G, alors H c'est Z sur NZ. Donc c'est ça un sous-groupe maximal. Et la réponse est assez évidente à partir de ce que nous avons énoncé ici. Il suffit de faire en sorte que le diviseur qu'on prenne, ce soit un diviseur premier de n. Donc c'est les P Z sur NZ avec P premier. Et P qui divise N. Donc déjà, c'est bien un sous-groupe strict, car P n'est pas inversible. Pour la loi fois, si vous voulez. Donc du coup, forcément, on va se retrouver que avec des multiples de P, il n'y a pas de problème. Et puis, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que si je prends M, qui n'est pas dans Z sur NZ, alors je vais avoir que M et P sont premiers entre eux.
en tant qu'entier. M et P sont premiers entre eux, et donc si M et P sont premiers entre eux, on a la relation de Bézout. Il existe U et V dans Z, tel que M, U plus P, V soit égal à 1. Et donc, ça veut dire que 1 va apparaître dans Z sur NZ. Par quotient, 1 va apparaître dans Z sur... Donc, dans le sous-groupe engendré par M et P, si vous voulez. Donc, si 1 apparaît dans le sous-groupe engendré, ça veut dire que ce sous-groupe engendré, c'est tout le monde. Voilà. Donc, je viens de montrer qu'en effet, les sous-groupes maximaux, ce sont les sous-groupes de la forme P fois Z sur NZ avec P nombre premier, qui divise N. S'il n'y en a pas, peut-être précisons ça. Donc ça, c'est si N n'est pas premier. Peut-être je dois préciser. Donc si N n'est pas premier. Sinon, c'est tout simplement le groupe trivial. Parce que comme on l'a expliqué tantôt, si je prends un élément autre, cet élément est inversible, et donc en tant que groupe, il va engendrer tout le monde. Il est inversible par rapport à N, et donc il va engendrer tout le monde. Voilà. Encore une fois, relation de Bézout, quoi, essentiellement. Ok, alors maintenant que j'ai fait ces cas-là, on va pouvoir écrire, et qu'on a traduit un petit peu ce que j'entendais par ces questions de sous-groupe et tout ça, on va pouvoir expliquer la méthodologie de résolution, de la méthode pour gagner pour n'importe quel joueur, que ce soit Alice ou Barbara, suivant les cas de figure. N'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour sur la vidéo, encore une fois. Le support vidéo, il est fait pour ça. Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur le moment, que vous voulez réentendre, n'hésitez pas à le faire. Ok, alors maintenant on est dans la résolution même de l'exercice. Alors si N est premier, on va déjà traiter ça. Si N est premier, Alice, et on l'a dit tantôt, Alice prend 0. Et Barbara prendra forcément M dans Z sur NZ croix. Donc on conclut. Donc Barbara perdra. Donc voilà, c'est un cas de figure trivial, mais c'est important de le traiter avant quoi que ce soit. Le deuxième cas de figure, c'est si N n'est pas premier. Alors si N n'est pas premier, ce qui est important de faire, c'est de prendre P. Donc il faut prendre donc disons Alice, je vais écrire ça, Alice peut forcer les choix dans un sous-groupe strict maximal de Z sur NZ. Son objectif, c'est de faire un choix de façon à ce que la cardinalité de ce sous-groupe soit impaire. Donc pour être assuré de gagner, il faut que le cardinal de ce sous-groupe soit impair. Ok, comme on l'a vu précédemment, les cas où Alice l'emportait, c'était des cas où on pouvait se ramener à un sous-groupe impair. Donc, si elle existe, donc on a deux cas de figure, s'il existe P premier tel que, d'une part, P divise N et N divisé par P, qui est le cardinal de Z sur PZ, de P fois Z sur NZ, je veux dire, qui est ce cardinal-là, est impair, alors Alice peut choisir d'abord
P. Et donc comme j'ai dit, cela forcera, donc je l'ai dit ici, cela forcera tous les autres choix à faire pour Barbara et Alice de les faire dans P fois Z sur NZ. Et comme ce nombre est impair, il y a forcément un moment où Barbara n'aura pas la possibilité de choisir un élément dans ce groupe. Dans ce cas, Alice l'emportera, quoi qu'il arrive. Alors on peut constater qu'il y a des cas de figure justement où on est sûr que peu importe le nombre premier qu'elle choisit, Alice, elle l'emporte. Ça va être les cas où n est impair. Donc si n est impair, tous les diviseurs premiers sont impairs. Et donc par conséquent, on a terminé. Peu importe le nombre premier que Alice va choisir au début, le cardinal de ce sous-groupe sera aussi impair. Et donc forcément, Barbara va perdre. Sinon, là, Alice est cuit. Malheureusement, Alice est cuit. C'est exactement le cas avec 12. Puisque 12, si je prends 3, 12 divisé par 3, ça fait 6. Si je prends 2, 12 divisé par 3, ça fait 6. 12 divisé par 3, pardon, ça fait 4. Et 12 divisé par 2, je veux dire, ça fait 6. Donc peu importe le choix du nombre premier qu'elle va faire, elle va perdre. Puisque le cardinal du sous-groupe qu'on va obtenir sera forcément pair. Et donc, on voit qu'il y a tout de suite un problème, c'est que peu importe le choix d'Alice, donc si le choix d'Alice est tout de suite inversible, bon, on va pas s'en préoccuper, mais tout de suite Alice a perdu. Mais si Alice choisit un nombre qui n'est pas inversible, eh bien ce nombre va comporter notamment des facteurs premiers qui divisent n, et du coup il suffira à Barbara de choisir un nombre premier qui divise le nombre qu'elle a choisi. Et une fois que Barbara fait ça, Barbara est assurée de gagner. Voilà. Donc sinon, peu importe le premier choix M, on va supposer qu'il n'est pas inversible. M non inversible. Donc peu importe le premier choix M non inversible de Alice, Barbara peut choisir P, n'importe quel P premier, qui divise M et N. Et donc on se ramène à PZ sur NZ, qui serait alors de cardinalité paire. Donc si M n'est pas premier, je devrais dire, donc 1 et M non premier. Si M est premier, d'office, on est posé directement dans un groupe qui est pair, de cardinalité paire, et Barbara n'aura plus qu'à juste suivre les choix, comme Alice sera obligée de le faire, de suivre les choix qui sont dans ce sous-groupe. Et donc à la fin, on est forcément à un cas où Alice va se retrouver à ne pas pouvoir faire de choix, sauf un choix qui va engendrer tout le groupe Z sur NZ, quoi qu'il advienne, avec les éléments qui sont déjà choisis. Donc voilà, et donc, Barbara est assurée de gagner. Voilà. Et donc ceci conclut la résolution de l'exercice. Donc voilà comment Alice ou Barbara peut gagner ce jeu. Si par chance notre entier n soit est déjà un nombre premier, soit admet un sous-groupe, soit est un nombre qui n'est pas premier et admet un facteur premier tel que la division de n sur p est impair, si on a l'un de ces deux cas-là, alors Alice peut faire en sorte de gagner. Sinon, quoi qu'il arrive, Barbara va gagner, elle peut faire en sorte de gagner si elle fait des choix corrects. Donc là notamment, si Alice a déjà choisi un nombre premier, elle n'a plus qu'à suivre le sous-groupe et c'est gagné. Sinon, si Alice n'a pas choisi un nombre premier, il suffit que Barbara choisisse un nombre premier, n'importe lequel, qui divise l'entier qui a été choisi. Et qui, donc par conséquent, n'est ni premier ni dans Z sur NZ inverse, bien sûr.
Donc voilà, je trouve que c'est un très très joli exercice et pas mal d'autres questions peuvent se poser. Donc là, une des questions que j'avais peut-être commencé à soulever, c'est si on se permettait de pouvoir prendre plus qu'un seul élément, que se passerait-il si par exemple on devait prendre 2 ou 3 éléments? Et là on retrouverait exactement un système un petit peu comme le jeu assez connu de Fort Boyard, où une fois qu'on s'est posé dans un sous-groupe donné, il faut juste s'assurer que une certaine constante congruence, la maximalité des éléments qu'on a le droit de prendre plus 1 ou un truc comme ça, soit satisfaite pour faire en sorte que le joueur dont on veut la victoire l'obtienne. Donc voilà, il y a ce genre de truc qui pourrait apparaître en plus si on voulait choisir plus qu'un seul élément à chaque étape. L'autre question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passerait si on choisissait un autre groupe? Genre par exemple si on choisit le groupe des permutations. Ou si on choisit même n'importe quel groupe quelconque. Alors bon, groupe quelconque, là, je pense qu'on va avoir un peu de mal à dire des choses. Parce que là, Z sur NZ, vous voyez que l'argumentation est grandement basée sur l'arithmétique de Z. Et donc, faire un groupe quelconque, je pense que ça paraît très ardu et très compliqué à amener. Mais peut-être que SN, déjà, ça commencerait à être intéressant, parce que là, on ne pourrait pas passer par l'arithmétique directement avec Z, mais par contre, on pourrait essayer d'utiliser 2-3 propriétés sur le groupe des permutations. Notamment le fait de savoir que si je prends un n cycle et une transposition, eh bien ça engendrera automatiquement tout le groupe, par exemple. Donc il y a 2-3 trucs comme ça que l'on pourrait essayer d'utiliser pour essayer de voir le cas avec les permutations. Je ne vais pas m'amuser à le développer ici, je pense que je vais garder ça pour un éventuel numéro du complément, où on pourra discuter un petit peu de soit le cas de figure où on choisit plus qu'un seul élément, soit en changeant le groupe. Qu'est-ce qui se passe si notamment on travaille avec SN, si on travaille avec le groupe diédral par exemple, ça peut être un bon autre exemple à proposer. Bref, voilà, il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire à travers cet exercice et qui me semblent tout à fait pertinentes et je trouve tout à fait intéressantes. J'espère aussi que ça vous pique un peu la curiosité et que ça vous donne envie d'essayer de faire des choses avec d'autres groupes ou d'autres cas de figure que prendre un seul élément. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Tchuss!